1887 à Fort-de-France en Martinique. Ses parents, guyanais d'origine, sont installés dans la capitale martiniquaise car son père, Léon Herménégilde Marant, est employé colonial. À 3 ans, la famille quitte les Antilles pour l'Afrique en Oubangui-Chari. À 7 ans, souffrant du climat et parce qu'il doit étudier, ses parents l'emmènent à Bordeaux et le laissent pensionnaire au petit lycée de Talence qui dépend pour les petites classes du grand lycée de Bordeaux, Montaigne aujourd'hui. C'est le lot de nombre d'enfants de coloniaux des Antilles et de la Guyane. À l'époque, Bordeaux est le lycée référent pour ces populations venant d'outre-mer, ces pays chauds comme on les appelait. Son ami Charles Baraillet raconte « Dans chaque année de son lycée, on trouvait quelques-uns de ces internes voués aux longs mois sans autre sortie que les promenades en groupe ou de rares dimanches chez leurs correspondants. » Alors j'ai mis une photo de Marant, il est tout bébé, c'est une photo qui est très très passée, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, un petit peu plus grand. Là, il a 11 ans. Voilà. Le récit déchirant que Marant fait de cette séparation imposée dans le chapitre 2 du Cœur serré inscrit toute son existence dans une solitude atroce. C'est une première fracture terrible que l'on touche nettement du doigt dans ce roman autobiographique écrit de nombreuses années plus tard, Le Cœur serré. En effet, le roman commence à la première personne. C'est le petit Jo qui raconte son chien, sa bonne Annella, ses parents qu'il adore. À partir du chapitre 3, c'est René Marant, écrivain, qui raconte l'histoire de Georges Lindre, comme s'il y avait 2 hommes en lui, l'enfant, heureux et insouciant, enfoui à jamais dans les limbes de ses souvenirs, et l'autre, celui que ses parents ont abandonné, l'homme qu'il est devenu. Ne dit-il pas cette dualité dès les premières pages du roman ? Chaque fois que me parle ainsi le double qui vit en moi, je me contente de hausser les épaules ou de sourire à son erreur. Il lui manque l'expérience que j'ai acquise à mes dépens. J'ai vécu pour lui, souffert pour lui. Il ne le sait même pas, ne le sachant pas. Comment serait-il qu'on ne se guérit jamais tout à fait de son pays et jamais de son enfance ? Le censeur lui explique qu'il ne reverra ses parents que dans 2 ans, 3 en réalité, les fonctionnaires coloniaux n'ayant de vacances que tous les 3 ans. Aux mois, les mois s'ajoutent. Petit à petit, le temps fait son œuvre. Jo a bien essayé de lutter contre lui. Il lui a fallu y renoncer, écrit-il dans Le Cœur serré. À la longue, Jo a fini par s'habituer à sa prison. Il connaît maintenant par cœur tout le personnel du lycée. Novaro, le censeur, surnommé le Prout. Les 2 filles de Novaro qui sont si jolies. Nogoul, le surveillant général, qui tousse comme un malheureux et a toujours la goutte au nez. L'abbé Galmas qui vient dire la messe tous les dimanches à la chapelle. Il y a aussi les pions, le gardien, l'économe, les 3 sœurs dont l'une est surnommée Triple Siège, les autres élèves. Il connaît bien sûr tous ceux qui constituent son nouvel entourage. Plus loin, il écrit « Jamais en effet on ne vient le voir. Jamais personne ne le fait demander au parloir pour le combler de sucreries. Il ne reçoit jamais de lettres. Il ne sort jamais le dimanche, bien qu'il ait un correspondant, ni pendant les fêtes carillonnées. La Noël, il l'a passé au lycée. Pâques aussi. Il n'est pas un enfant comme les autres, il le sent, le sait, et rétractile, vit autant que possible à l'écart de ses camarades. Pauvre petit garçon abandonné dont on a envie de prendre la main. Petit à petit, le temps passe. Comme dans une sorte de dépression, il se construit une vie très régulière, recluse, monotone, contemplative et solitaire. C'est un enfant sage, doux, en retrait. Son existence tourne autour de la classe et du dortoir, du parc au beau jour. La première année, son correspondant le récupère pour les grandes vacances. Il oublie un temps Talence, mais le répit est de courte durée. Après les vacances, retour au lycée. Les autres années, il reste au pensionnat. Il écrit ce poème, « Grandes vacances ». C'est un beau soir de fin d'été où les fenêtres sont ouvertes. Un grillon s'applique à chanter l'hymne des ténèbres inertes. Cependant, rêvant des bachots qui hantent déjà leurs pensées, les infortunés pays chauds qui n'ont pas quitté le lycée, bercés d'on ne sait quel espoir, s'endorment dans l'ombre anxieuse du noir silence du dortoir où ne veille que la veilleuse. Il écrit dans Le Cœur serré, « La famille n'est pas seulement sang et chair, mais surtout faisceau d'habitudes.
qui brisent ces dernières alors qu'elles n'ont pas eu le temps de devenir nécessaires, en s'enracinant profondément en la mémoire du cœur, brisent jusqu'à l'esprit de famille. Le jeune René n'a plus de famille. Il se sent comme orphelin. Et malgré tous ses espoirs, il comprend vite que cela demeurera ainsi longtemps encore. Comme tout enfant, il s'habitue. Le lycée devient sa seule famille. Il se réfugie en lui-même. Suffisamment sage par rapport à d'autres, on lui permet d'aller se promener dans le parc lorsque le lycée est déserté. Il y nourrira sa mémoire de contemplation et d'observation de la lumière, de la nuit, des insectes, des animaux, des bruits de la nature, des odeurs. Il en deviendra poète, affectionnant particulièrement cette forme littéraire. Ses premiers textes publiés sont de longs poèmes musicaux où la nature est très présente. Il publie ainsi La Maison du Bonheur en 1909, La Vie intérieure en 1912, Le Visage calme en 1922. Dans le livre du souvenir en 1958, il revient sur cette enfance. « Ô mon enfance tant aimée, où sont les trèfles que par les champs fleuris multipliait l'été ? Où l'automnale odeur des murs et des nèfles ? Où tes étonnements, leur ingénuité ? Immense belle nuit dont les grillons et cigales berçaient l'écho dormant de leurs voix inégales que seuls troublaient les attelages des rouliers. Et vous, jours odorants où le parfum des menthes obsédait le chasseur de lézards et de menthes qui s'entravaient dans les lacets de ses souliers. Et vous, beaux papillons de ma jeunesse, sphinx de pétunia, macaon ou vanesse, vous qui voliez vers moi du plus loin des prairies, lorsque je regardais dans le cours du ruisseau ombragé de feuillage, où je plongeais mes mains, glissées, lentes, entre les herbes, les filets, feuilles mortes dérivant tout au fond de l'eau. Dès le lycée, il excelle dans la traduction des vers des grands maîtres de l'Antiquité. Il donne à lire à ses professeurs de longs poèmes. Un de ses amis de cette période raconte dans l'hommage qui lui est rendu quelques années après sa mort. En première, il était mon voisin de banc. Je me souviens non sans plaisir, de ces classes de latin où nous expliquions Tacite et Virgile. Pendant que je soufflais à mes autres voisins une interprétation assez fantaisiste de ces auteurs, Maran alignait des alexandrins. Dans la lettre que Maran écrira post-mortem à son grand professeur Lambinet, Maran lui-même raconte « C'est pour vous remercier d'avoir d'emblée compris l'adolescent trop sensible que j'étais, que je vous avais remis d'autre part, au lendemain des vacances de Pâques, une narration où je développais en 200 ou 300 vers une pensée de Joachim du Bellay, à moins que ce ne soit de Ronsard, narration que vous m'avez fait l'inoubliable honneur de lire, moi présent, à tous mes camarades, parce que vous lui aviez donné pour note 20 sur 20. De ses étés dans le parc de Talence, il conservera un amour particulier pour les animaux. Plus tard, devenu écrivain, il écrit de nombreux contes dont les animaux sont les héros. Djouma, chien de brousse, qui n'est autre que le chien de Batouala dans le roman. Mbala l'éléphant, Bakouya le cynocéphale, Yumba la mangouste, publié à la suite de Batouala, Bête de la brousse. Le livre de la brousse, peuplé de nombre d'animaux, est son chef-d'œuvre, il dit son meilleur livre. Cette précision dans la description de tout ce peuple animal, inspiré de La Fontaine, bien sûr, c'est bien dans le parc de Talence qu'elle prend sa source. La lecture est son refuge principal en ces années de grande solitude. Pas d'autre occupation pour les enfants sages de l'époque. Maran est toujours avec un livre à la main. La littérature française est comme une mère pour lui. Elle lui sert d'exemple, lui montre la vie, lui donne les clés pour comprendre le monde qui l'entoure. Elle le façonne à son image. Les antiques, à l'instar d'un Montaigne ou d'un Montesquieu, sont sa référence. Marc Aurèle, le stoïcisme, sa règle de vie. Dans une de ses lettres à Charles Baraillet, son grand ami bordelais, il écrit « À qui l'accommode à son tempérament, le stoïcisme n'a rien de cette sécheresse qu'on reproche de tous côtés, parce qu'on le modèle trop sur la grande figure de Marc Aurèle, ce soldat empereur. Du moins, je me suis merveilleusement bien trouvée de ses conseils qui ne commandent pas, mais indiquent. » Sa mère absente, pensionnaire dans un lycée d'État, il n'a pas d'éducation religieuse. Un autre manque qu'il pallie par cette foi inébranlable dans le stoïcisme, un moyen de résister à la solitude et à l'absence.
Il a conscience très vite de la dureté de la vie, lui, l'enfant doux et affectueux qui réclame des sucreries et des câlins. Il a besoin d'aide pour y résister. Quelques années plus tard, Baraillé, dans son hommage, écrit « En d'admirables lettres, il essaya parfois de m'y convertir. Il me disait combien le stoïcisme lui était précieux dans la lutte qu'il menait contre tout ce que son rôle ingrat... » Pardon, ah oui, c'est une image qui me manque. Je reprends. Il me disait combien le stoïcisme lui était précieux dans la lutte qu'il menait contre tout ce que son rôle ingrat pouvait avoir de déprimant. Quel refuge était pour lui la lecture de ses ouvrages, la méditation de ses maximes, dans la solitude où le condamnait sa position d'Européen de couleur, au milieu de populations auxquelles son cœur était acquis et que séparait de lui une barrière dont il ne parvenait pas à forcer le passage. Car cet enfant nourri aux mamelles de la culture la plus française qui soit, la plus blanche qui soit, a toujours l'impression de ne pas faire partie totalement du groupe. Sans famille, boule de suif, comme l'ont surnommé certains de ses camarades, il n'est décidément pas comme les autres. La littérature médiévale a sa faveur la plus intense. Maran la connaît parfaitement, si complet, y repose son esprit malmené. Son appétit de connaissance de la langue française est gargantuesque. Il passe par l'étude minutieuse de cette langue. À ses amis, il recommande régulièrement la pratique et la lecture de grands écrivains. Un jour, à Baraillé, il écrit « Mets-toi au régime suivant. 1. Rabelais-Villon. 2. Marot, Ronsard, Tristan l'Hermite, Mathurin-Régnier. 3. Saint-Évremont, La Bruyère, Pascal, La Rochefoucauld, La Fontaine. 4. Buffon, Montesquieu, André Chénier. 5. Le Comte de Lille, Gautier, Baudelaire, Renan, Verlaine. 6. Mallarmé, Moréas, Henri de Régnier. 7. Anatole France, Maurras, André Gide, André Suarez. Quel programme! Il explique à son ami qu'il aime particulièrement ces auteurs, qu'il les a choisis parce qu'ils ont la clarté de l'esprit français. Baraillé explique « Écrire en bon français, respecter les règles, le bon usage, c'est en somme quelque chose comme la bonne éducation, la mesure, les mœurs. C'est se respecter soi-même comme se respecter les philosophes dont il fait ses modèles. » J'ajouterai que c'est affirmer une identité qu'il s'est construite patiemment. Lui, le déraciné, qui ne se souvient plus des lieux de son enfance, qui n'a pas été élevé dans un foyer protecteur et aimant, est en quête permanente d'identité. Maran écrira tout au long de sa vie de nombreux récits biographiques de personnages très divers, et à une exception près, c'est Bertrand du Guesclin, il écrit les vies des pionniers de l'Empire colonial. Il écrira également 2 romans autobiographiques, Le cœur serré et Un homme pareil aux autres. La biographie est un genre bien particulier où l'on voit Maran se complaire. C'est à chaque fois un moyen de définir sa propre identité. Chaque fois dans un langage particulièrement précis, il décrit au long des pages le territoire d'où sont originaires ou qu'ont colonisé ces hommes. La géographie est essentielle pour lui. Au début du cœur serré, il s'arrête quelques instants pour décrire le territoire d'où il vient, le Pérou. C'est un Pérou imaginaire, en précisant bien qu'il n'en a qu'un souvenir très lointain. Cette recherche d'une terre, d'un paysage, prend sa source dans la privation de ce territoire originel par les murs du pensionnat, par l'absence de récit des origines faits par ses proches, ou encore par la découverte, grâce à la lecture, de l'identité de cette France qui la nourrit de son lait. Et par territoire originel, je ne veux pas seulement dire la Martinique ou la Guyane, mais cette Afrique dont il deviendra un administrateur et d'où viennent ses ancêtres les plus lointains. Lui, le descendant de ces esclaves affranchis en 1848, 2 générations avant lui, descendant de ces déportés du continent africain vers un monde violent et déshumanisé, est français et fier de l'être. Il ne comprendra jamais pourquoi les autres ne le voient pas comme tel, lui qui en sait 100 fois plus sur la culture de leur pays commun. Il a respecté les règles pourtant. Il a étudié à l'école de la République. Il est noir. Et alors ? Il est écrivain français avant tout. Il est fonctionnaire colonial. Il représente et incarne la culture, les traditions, l'histoire française. Il se veut à la hauteur de ce qui lui a été transmis ici, à Bordeaux.
Découlant de cet engagement, et sans vraiment qu'il l'envisage, Bordeaux apparaît, devient sa ville d'origine. Son identité, c'est d'être un écrivain noir, français, bordelais. Revenons à Lambinet et au lycée. Ce goût particulier pour la langue, pour une certaine rigueur et pour la mesure, cet amour immense pour les auteurs anciens, en particulier médiévaux, il les doit à un de ses professeurs avec lesquels il a noué un lien filial. Seule figure paternelle aimante de sa jeunesse, André Lambinet l'a marqué à jamais et lui a permis de survivre à cet isolement. Jeanne Allemand, de son nom d'artiste Jean Bald, signale en 1922, dans un bel article de la revue hebdomadaire à propos du Goncourt de Batoila, que la vie du lycée est dure, que les autres élèves en ont fait leur souffre-douleur, mais qu'il a été défendu par un autre futur poète bordelais, Émile Despax. Elle affirme qu'en revanche, il ne manque pas d'affection de la part des professeurs. Elle cite alors Fortuna Strovsky, professeur à la faculté des lettres, éditeur du volume municipal des Essais de Montaigne, et qui fut son mentor, mais son mentor à elle. Marron n'a pas poursuivi ses études à l'université. Responsable de ses 2 frères très tôt, ses parents étant décédés, il doit travailler pour assurer leur subsistance le temps de leurs études. Il connaît Strovsky parce qu'il fait partie d'un petit groupe de poètes, la confrérie de la Sainte Poésie, que le grand professeur promeut en organisant des lectures publiques de leurs premiers poèmes. Lorsque Strovsky prévoit des lectures des poèmes de ces jeunes écrivains comme Jean Bald ou comme André Lafont, Marron en fait partie. Dans La Maison du Bonheur, publié en 1909, Marron dédie un de ses poèmes à Strovsky. Départ. Depuis longtemps déjà, je ne sais plus pleurer. Or ce matin d'azur par le soleil doré, j'ai revu les endroits où fleurissent les roses. Les champs se remplissaient de la rumeur des choses, les arbres bourgeonnants tamisaient des rayons, et les fleurs se ployaient au vol des papillons. Mais Strovsky est un personnage qui entre tardivement et fugacement dans sa vie. C'est André Lambinet, un professeur de lettres classiques, qui lui ouvre la porte d'un savoir infini et fait de lui l'écrivain qu'il devient. Marron a quitté Talence en 3e. Il est passé au grand lycée à Bordeaux, cours Victor Hugo. Il déteste encore plus cette prison aux grands murs gris. Le grand lycée de Bordeaux ressemble à une prison, dit-il. Il faut y avoir été longtemps interne pour savoir comme il étouffe. Je l'ai toujours exécré d'instinct. Hier, parce qu'il me cachait la vie de tous les jours. Aujourd'hui, parce qu'il me l'a cachée. Peu de plaisir et de douceur en ces classes sévères et tristes. Et pas de parc non plus. En hommage, il écrit une longue lettre posthume à Lambinet. « Maître, me pardonnerez-vous jamais ? Je n'ai pas pu, hélas, venir vous accompagner à votre dernière demeure. Il a mieux valu qu'il en ait été ainsi. On m'aurait peut-être vu pleurer comme un enfant. La mémoire est une machine à explorer le temps. Il arrive qu'elle ait des ratés. La mienne me reporte au jour où je vous ai vu pour la première fois. Je me rappelle qu'on était en octobre. La rentrée des classes avait eu lieu le matin même. On avait confié à vos lumières les 62 élèves de la seconde B dont je faisais partie. Nous jouissions déjà en 3e de la moins flatteuse des réputations. La plupart de mes camarades, les externes en particulier, tenaient à la justifier. Je vivais, quant à moi, rêveur lucide, en marge de leur turbulence. N'agis pas vraiment un homme libre qui agit comme tout le monde. Vous avez soudain paru parmi nous et le brouhaha de nos conversations. À bâton rompu. Alors, levant la main que vous veniez de passer dans votre belle barbe blonde, vous nous avez cité, je crois, je ne sais quel vers de Virgile où il était question de Neptune, dieu de la mer et des fleuves, tirant sur la sienne pour calmer les flots irrités. Le silence régna comme par enchantement. Vous nous aviez domptés. Ce geste, en ce qui me concerne, cette boutade, le ton bonhomme que vous avez pris pour la proférer, votre visage, votre allant, la bonté réelle qui se dégageait de vos moindres gestes m'ont tout de suite conquis. Je me suis permis de travailler dur pour vous faire plaisir parce que vous me plaisiez. L'admiration, l'affection sont immédiates et réciproques. Les 2 hommes s'apprécient. Chaque fois que Marron est à Bordeaux, il rend visite à Lambinet. Chaque fois que Marron écrit à Baraillé, il lui demande des nouvelles du vieux professeur. Lambinet devient un modèle à atteindre. Vous n'avez voulu être qu'un homme comme les autres.
votre foyer, vos enfants, vos petits-enfants, vos élèves, la préparation de vos classes, vos amis ont été toute votre vie. Lambiné, c'est son professeur, son père spirituel, son ami, son maître, ce qu'il lui doit, entre autres, son amour des lettres. Mon bon maître, vous qui avez été pendant tant et tant d'années mon ami et mon conseiller, vous sans qui je ne serais rien, vous à qui je dois tout, la vie rectiligne que je mène, les tâches que je me suis imposées, le goût désintéressé de l'ouvrage bien fait, la passion de notre langue et de tout ce qui fait sa grandeur par le monde. Je vous promets de continuer à œuvrer comme devant, en souvenir de vous, jusqu'à mon dernier souffle, afin de donner à tous l'impression que vous resterez toujours des nôtres, moi vivant. Magnifique hommage à la hauteur de ce que cet homme simple, bon, professeur et père, lui avait apporté tout au long de son existence. Le drame de l'existence de Maran, c'est que cette éducation, palliant l'absence de ses parents, et à laquelle il s'est totalement plié, qui l'a conduit irrémédiablement à l'écriture de Batouala et surtout de sa préface, donc au cataclysme qui fut pour lui ce roman et le prix Goncourt qui lui fut attribué. Dans le début de cette préface, en parlant du roman, il précise « J'ai mis 6 ans à le parfaire. J'ai mis 6 ans à y traduire ce que j'avais là-bas entendu, à y décrire ce que j'avais vu. La suite est brûlante. On sent dans le choix précis des mots la fureur, l'immense déception. On lit le ton désabusé, stoïque de Maran. Honneur du pays qui m'a tout donné, mes frères de France, écrivains de tous les partis, vous qui souvent disputez d'un rien et vous déchirez à plaisir et vous réconciliez tout à coup, chaque fois qu'il s'agit de combattre pour une idée juste et noble, je vous appelle au secours, car j'ai foi en votre générosité. Mes frères en esprit, écrivains de France, il vous appartient de signifier que vous ne voulez plus, sous aucun prétexte, que vos compatriotes établis là-bas déconsidèrent la nation dont vous êtes les mainteneurs. En constatant à quel point la civilisation, et je mets des guillemets à civilisation française dont il est façonné, avilit sa propre grandeur en Afrique, en détruisant ses territoires et ses populations sous prétexte d'inintelligence, c'est un mot qu'il emploie, d'inintelligence de ceux qui sont sous sa responsabilité, il fait exploser une bombe dans un ciel que tout le monde veut voir serein. Certes, un Frantz Fanon ne peut que rejeter sa vision des choses, Maran n'étant pas suffisamment révolutionnaire. Il ne cherche qu'à contrer des abus. Jamais il ne dit vouloir libérer l'Afrique de la tutelle coloniale. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'en grande partie, la révolte de Maran découle de la façon dont s'est déroulée son enfance. Il a la conviction que la France est grande, riche de ses penseurs, de ses écrivains, de ses philosophes, de sa culture, mais que là-bas, elle n'est plus à la hauteur de cette grandeur. Civilisation, civilisation, orgueil des Européens et leur charnier d'innocents. Rabindranath Tagore, le poète hindou, un jour à Tokyo, a dit ce que tu étais. Tu bâtis ton royaume sur des cadavres. Quoi que tu veuilles, quoi que tu fasses, tu te meus dans le mensonge. À ta vue, les larmes de sourdre et la douleur de crier. Tu es la force qui prime le droit. Tu n'es pas un flambeau, mais un incendie. Tout ce à quoi tu touches, tu le consumes. Cette préface est d'une force extraordinaire. Elle fera de lui le précurseur de la négritude. Si vous regardez en haut du timbre, il y a marqué René Maran, 1887-1960, Martinique, précurseur de la négritude. C'est un timbre du Sénégal. Donc cette préface est d'une force extraordinaire. Elle fera de lui le précurseur de la négritude, comme le dit Léopold Sédar Senghor à sa mort en 1960. Cette préface, il ne la reniera absolument jamais, même pas quelques années plus tard, 1937, lorsqu'il publie à nouveau Batouala. Il ne me reste de tout ce passé si proche que d'avoir fait mon devoir d'écrivain français et de n'avoir jamais voulu profiter de mon brusque roman pour devenir un patriote d'affaires, écrit-il. Revenons et terminons à Bordeaux. Nombreuses sont les phrases dans lesquelles Maran note son caractère solitaire, son désir de rester en retrait, en observateur, et semble avoir du mal à s'intégrer au groupe d'écoliers qui se crée à la récréation.
Quelques-uns des commentateurs de son œuvre affirment qu'il souffre de brimades et de persécutions de la part de ses camarades. Léon Bocquet, dans sa préface au Petit Roi de Chiméry en 1924, commente « Les camarades blancs, à un âge où l'on est sans pitié, ne ménagent aux moricots ni rebuffades ni mauvais tours. » Le jeune Maran prit le parti de cogner contre ses tourmenteurs. Il réussit à se faire craindre. Par la suite, comme il était, quoique capricieux, brillant élève, grâce à cette faculté d'assimilation qui est l'apanage de tous ses pareils, la vie d'internat devint un peu plus amène. On respectait un fort. À écouter Bocquet, le taciturne Maran n'existe pas. En réalité, lorsqu'on continue le récit du préfacier, on comprend bien que c'est par les études, avec toujours un léger recul, que Maran est devenu un fort. Les termes employés par Bocquet, moricaud, capricieux et nombre d'autres réflexions que contient cette préface ne sont que l'expression d'un racisme chronique et non pas celle d'un véritable mépris ni d'un regard hautain de sa part. Au contraire, Bocquet raconte juste avant que lorsque Maran lui avait envoyé ses poèmes qu'il publiera peu de temps après au Beffroi, il a été séduit par le talent du jeune homme. Il explique ainsi « J'ignorais que le novice de la confrérie de Sainte Poésie était un homme de couleur. René Maran avait hésité à m'en faire la révélation, craignant sans doute un fâcheux effet sur un confrère qui pouvait avoir de sots préjugés à l'endroit des Noirs. » Notez qu'il dit des Noirs et pas des nègres. En 1924, on dit nègre à l'époque. Comme si cela importait le moins du monde au mérite et à l'intelligence. De nature tendre et sentimentale, lui qui n'avait pas toujours tiré toute joie d'avouer sa race devint bientôt plus expansif. Effectivement, le temps passant, l'élève doué du lycée commence à sortir de sa chrysalide et se fait des amis. La famille, qu'est-ce que cela pouvait bien signifier ? Sa famille à lui, c'était Segone, c'était Degorde, c'était les parents de Degorde et de Segone, c'était la cousine de Segone, c'était tous ses amis de Talence, c'était tous les nouveaux amis qu'il s'était faits depuis qu'il était au lycée de Bordeaux, Flêtre, Parr, et ses camarades de rugby, et ses camarades de salle d'armes, écrit-il dans le cœur serré. Dans ce processus de déploiement, le sport joue un rôle fondamental. Le bachot, il ne lui sacrifiera ni ses assauts de fleuret, ni ses parties de rugby, car lorsqu'on est en première B et de son époque, il convient d'être féru de rugby et d'escrime, écrit-il dans le cœur serré. Il faut lire les pages qu'il consacre au rugby. Il se révèle un autre jeune homme. L'an dernier, il a remporté le championnat interscolaire de fleuret de la région du Sud-Ouest. Cette année, ses camarades lui ont confié le capitanat de l'équipe première des Muguets du lycée de Bordeaux. De plus, il porte chaque dimanche les couleurs du sport athlétique bordelais, dont il est, avec Degorde, Loreuil et Segone, l'un des meilleurs équipiers premiers. Au fleuret comme au rugby, il s'est révélé tel qu'il a toujours été, tel qu'il sera toujours, un impulsif à retardement et un courageux timide. Il est le tireur nonchalant aux parades imprévues et aux ripostes foudroyantes, l'avant-elle troisième ligne des situations désespérées et des plaquages sans retour. Le récit dans le cœur serré qu'il fait d'un match important au final de la compétition est extraordinaire et montre à quel point le sport est pour lui un moyen de se dépasser, de surmonter ses timidités, de se révéler à sa vraie nature. La solidarité, l'amitié que l'exercice de ce sport entraîne est exactement ce dont il avait besoin pour sortir de sa léthargie affective. En fait, il va peu à peu nouer des liens d'amitié très forts. Avec Violaine, qui témoigne dans l'hommage qui lui est rendu après sa mort de la complicité des deux jeunes adolescents en quête de rencontres amoureuses. Avec Uline aussi, un de ses voisins à Bordeaux, boucher de son état, avec lequel il partage sa passion pour le rugby, l'escrime et la poésie. Baraillé, qu'il rencontra seulement en 1912, mais avec lequel il correspondra jusqu'au dernier jour de sa vie, partageant les plus intimes mouvements de son cœur. André Lafont, qui fut son relecteur et auquel il offre une série de poèmes en 1909 dans la Maison du Bonheur. Olivier Ourcade, dont il se moque gentiment dans ses lettres à Baraillé et dont la mort le frappe douloureusement. Jean Balde, qui lui consacre un article dans la revue hebdomadaire en 1922. « Nous, les amis de toute sa jeunesse », écrit-elle. Pour remonter à l'origine de cette amitié, il me faut revenir en 1908, alors que se préparait à Bordeaux une pléiade de jeunes écrivains. Tout de suite, il a été parmi nous, compris et aimé.
René Maran oubliait parmi ses amis ce qui ailleurs le faisait souffrir. Il y a aussi Auguste Pujol qui fonda la revue Burdigala, dans laquelle il commença à publier ses poèmes et ses récits, et qu'il employa à la préfecture quelque temps avant de partir pour l'Afrique. Gaisto, Bocquet, bien d'autres encore qui constitueront jusqu'à la fin sa famille de cœur. L'entête de la Maison du Bonheur en 1909 est parfaitement explicite. C'est un poème qui s'appelle Ali Baba. Je reviens. Mes amis, c'est surtout pour vous que j'ai écrit ce livre. Vous y trouverez les souffrances et les aspirations de mes 20 ans et mon cœur multiple qui a tant aimé. C'est donc bien l'amitié qui le sauve d'une retraite solitaire et morne, qui lui donne une famille. Il en est un parmi les autres qui, pendant ses années de lycée et jusqu'à la fin, fut plus précieux, plus cher à son cœur. Et celui-là, c'était Félix Eboué. Je ne sais pas si vous voyez juste au milieu. Eboué Félix, 839, Eboué Félix, PBN, deuxième, je ne sais pas quoi, B. Guyanais d'origine, Maran le rencontre en troisième lorsqu'Eboué quitte son pays d'origine pour venir étudier dans un grand lycée métropolitain. Les deux hommes ont une origine commune du point de vue géographique, mais également et surtout social. Noir, troisième génération après l'abolition de l'esclavage, à l'inverse de Maran, Eboué a grandi auprès de sa mère et de sa grand-mère, qui lui ont transmis ce patrimoine familial qui a tant manqué à Maran. Brillant élève lui aussi, Eboué fera l'école coloniale, mais pas Maran. Il joue au rugby, il fait partie de l'équipe des Muguets du lycée de Bordeaux. Il est dans l'équipe première du Stade français, cette équipe qui joue contre Maran lors de la compétition qu'il décrit dans Le Cœur serré. Maran et Eboué deviendront des amis de toujours, dit-il. Et Maran lui consacrera un ouvrage en 1957, Félix Eboué, grand commis et loyal serviteur. Voilà quelques photos. La lecture de cette énième biographie est édifiante et permet de mettre le doigt sur la destinée parallèle des deux hommes. De nombreux chapitres semblent ne pas décrire la vie d'Eboué, mais bien plutôt la sienne, c'en est troublant parfois. Le lycée, le sport, les filles, la littérature et la philosophie classique, l'Afrique et l'engagement dans l'administration coloniale, les difficultés très grandes face au pouvoir colonial qui voit d'un œil méfiant ces Noirs qui administrent leurs congénères au nom de la France. Les deux jeunes gens cheminent parallèlement. Maran pousse Eboué, qui doute face aux brimades administratives, à continuer son œuvre, alors qu'Eboué soutient Maran envers et contre tout, après la publication de Batouala. Ne sont-ils pas convenus depuis longtemps tous deux, c'est ce qu'il écrit, ne sont-ils pas convenus depuis longtemps tous deux que le fonctionnaire de couleur Félix Eboué doit réussir dans la carrière coloniale et l'écrivain de couleur dans la carrière littéraire? À chacun sa tâche, il serait lâche de déserter. Maran admire profondément la noblesse d'Eboué dans son rôle d'administrateur en Afrique, aux Antilles, justesse et modestie qui lui permettront de devenir gouverneur général de l'AEF, une réussite exemplaire qui rehausse et valorise indirectement René Maran. L'amitié comme seul moyen de survivre, comme remplaçante de la famille qu'il n'a jamais eue, thème ô combien bordelais. Cet homme qui a tant souffert de la solitude et de l'absence d'affection familiale s'est petit à petit épanoui grâce à de très nombreux amis, français ou étrangers, américains ou africains. Maran n'a pas fini sa vie comme il l'avait commencé, bien au contraire, il était entouré d'amis fidèles. Nous pourrions ainsi continuer longtemps sur la vie de Maran à Bordeaux, sans manquer d'évoquer son initiation au sexe opposé, sujet sur lequel les chercheurs d'aujourd'hui se sont penchés abondamment à propos de la rédaction d'un homme pareil aux autres. Je vous laisse lire l'introduction lumineuse de Mohamed Bougarsar à ce sujet. Là, c'est une photo où il est avec sa femme. Le cœur serré, c'est une photo que j'ai trouvée où il n'y a quasiment que des femmes, qui est entouré de femmes. Voilà, Le cœur serré, ce roman autobiographique qu'il écrivit au mi-temps de sa vie, comme s'il avait besoin de ce retour sur son enfance pour mieux continuer, pour réconcilier les deux hommes qu'il était, montre bien que Bordeaux a façonné cet enfant. Mauriac disait qu'en cette fin du 19e, Bordeaux avait sécrété une certaine race. Il ne savait pas à quel point cette réflexion était juste en ce qui concerne René Maran.
Nombreuses sont les connexions entre la ville et Maran, entre son histoire et la destinée du jeune homme. La ville, le lycée, l'éducation qui lui a été prodiguée ont fait de lui un homme double, en recherche permanente de réconciliation entre l'enfant noir, descendant d'esclaves, et l'homme cultivé, attaché aux valeurs d'une France blanche. Il conserva jusqu'en 1940 la maison que ses parents avaient achetée pour leur retraite bordelaise et où ils ne vécurent que très peu, 18 rue de Sauternes. Il y avait entreposé nombre de ses correspondances, de ses journaux intimes et de ses papiers divers qui malheureusement ont parfois disparu lors de la vente de cette maison. Comme les historiens en histoire médiévale dont il était féru, on ne peut reconstituer les choses que par négatif. En lisant ce qu'ont écrit de lui ses meilleurs amis, leur correspondance, par la lecture de l'ensemble de son œuvre, en fait, qui est le miroir de ses états d'âme. De toute cette liasse se dégage petit à petit le chemin parcouru, la sensibilité, le talent et la droiture de cet écrivain. Il écrivit un jour à un de ses amis ceci : « Tout ce bonheur qui vient ne me fait pas oublier la France, la tant douce France, ni les amis, ni les belles choses que vous aimez autant que moi à présent. Le cœur est un jardin qu'il faut cultiver soigneusement, et si l'on ne veut pas voir se flétrir sur sa tige la fleur idéale, la fleur de bonté pleine de parfums. Cette pensée, je l'ai résumée peu après la mort de Grive en 8 vers. Grive, c'est un de ses amis. En eux est harmonieusement figée la règle de conduite d'une vie consacrée entière à l'achèvement des belles choses. Quotidiennement hâtif, le jardinier fouille la terre meuble ou ratisse l'allée afin de mesurer au soir de sa journée la part de son labeur dans les fruits du panier. Or, si tes vœux sont miens et s'effarent du blâme qui pourrait transpirer sa pénombre sur eux, comme le jardinier exact et matineux, abonnis chaque jour le jardin de ton âme. Merci de m'avoir écouté.